je me revois dans son salon. Elle parlait des fois aux aides-soignants ou aux infirmières qui étaient là. Elle les envoyait péter, mais je me suis dit non mais c'est pas possible. Alors d'un côté, on est là, on s'excuse aux aides-soignants et aux infirmières. On est là, je suis vraiment désolée. Elle est en et d'un roue libre. autre côté, on la regarde, mais on est obligé de rire parce que c'est pas possible. Une vieille dame de 90 ans, voilà, qui insulte des aides-soignants. On est là, mais c'est pas possible. Mesdames, bonjour et bienvenue sur Les Dames Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le format La Grande Dame, qui est celui où je reçois des invités qui viennent me raconter des expériences qu'elles ont vécues, mais aussi des témoignages sur des parcours de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un tout nouveau sujet qui n'était pas encore présent sur la chaîne, qui pour autant a toute sa place ici. Peut-être un sujet encore un peu méconnu. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Elisa pour ça. Bonjour Elisa. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je pense que tu le feras bien mieux que moi. Alors j'ai 29 ans, je travaille en crèche et aujourd'hui je suis là pour vous parler des proches aidants. Donc de toutes ces personnes de l'ombre finalement. On commence d'en parler, je trouve un petit peu. Là j'ai regardé un peu des podcasts aussi d'autres filles qui ont fait des interviews. Ouais. Mais je trouve que c'est encore un peu vague et des fois les gens ils se font peut-être un peu une fausse idée de ce qui est vraiment l'aide à la personne. Ok, parce que du coup, le terme proche aidant, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est, en quelques mots, en quoi ça consiste ? Alors en fait, c'est aller aider une personne de ton entourage, que ce soit ton voisin, ta grand-mère, ton père, ton frère, qui est en situation de perte d'autonomie en général, ou d'handicap. Voilà, c'est vraiment une aide qu'on apporte gratuitement, en dehors de notre travail, pour aider une personne souvent chère à notre cœur, évidemment. Ok. Et toi, tu as fait ça, tu me disais, pendant presque 10 ans, c'est ça ? C'est ça. Oh. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Toi, tu t'es occupée de quel proche pendant tout ce temps ? Donc moi, ça fait 10 ans que je m'occupais de ma grand-mère. Ouais. Donc ma petite mémé, en fait, elle s'est toujours occupée de nous quand on était petite avec ma sœur. Ouais. Et du coup, en fait, il y a 10 ans, ça a commencé où au début, c'était très léger. Et puis après, depuis 6 ans, elle a été alitée. Et puis après, là, les dernières années, ça s'est vraiment dégradé très fort. Ok. Elle était malade ? Pas du tout. Alors, ma grand-mère avait toute sa tête. Ouais. Elle prenait 0 médicament. Waouh, ok. En fait, c'est vraiment une perte moteur. Oh. Donc, c'est vraiment venu petit à petit. Au début, c'était juste de l'aide pour les courses, pour l'aide à la douche, à la toilette. Donc, juste vraiment l'accompagner. Elle marchait encore dans la douche, l'aider à se doucher correctement. Voilà, elle avait peur de tomber au début. Ouais. Et puis après, ça s'est un peu dégradé. Ok. Ça doit être dur psychologiquement pour elle, je pense, de voir physiquement que ton corps répond plus autant que tu le veux. Vous avez accompagné un petit peu aussi sur ce côté un peu psycho, en tout cas moral, parce qu'elle vivait toute seule, du coup, j'imagine. Alors non, elle vivait en fait avec mon oncle. Ok. Voilà, donc elle vivait avec son fils, mais mon oncle est handicapé à 80%. Ah, d'accord. Moteur aussi. Okay. Mais voilà, lui, il a toute sa tête et il est quand même un peu autonome. Mais en fait, il y a beaucoup de choses forcément qu'il pouvait pas faire. Et puis lui, ça reste sa maman. Donc c'est aussi différent. Parce qu'en fait, nous, il y avait mon oncle, ma maman, qui eux, c'est des faux jumeaux. Ok. Voilà. Et ma sœur et moi. Donc en fait, on était vraiment 4 à s'occuper d'elle. Ouais. Mon oncle était avec elle 24 heures sur 24. Il vivait avec elle. C'est ce qui nous a aussi permis, grâce à lui, de la garder chez elle jusqu'à la fin. Oui, qu'elle est en maison de retraite. Ouais, voilà, exactement. Et nous, en fait, avec ma mère et ma sœur, on a 5 minutes. Donc en fait, voilà, au tout début, il y a 10 ans, c'était... on se relayait pour la douche. Et voilà, c'était très, très peu. Ouais. Et en fait, pour nous, c'est tout de suite devenu normal. Et voilà. Et puis en fait, après, en 2020... Elle a eu, enfin, elle a pas eu d'accident, mais en fait, elle est tombée. Okay. Et à partir de là, en fait, elle a plus marché. Ok.
Donc du coup, on s'est dit bon bah il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas la laisser comme ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait venir déjà un lit médicalisé dans son salon. Donc on a fait de la place dans le salon. On a fait venir une première chaise roulante, mais qui n'était pas du tout adaptée. Donc après, on a changé. Et en fait, au tout début, quand c'est arrivé qu'elle est sortie de l'hôpital, ils nous l'ont un peu rendue, bah voilà, comme ça, elle a fait 1 semaine, voilà, en fait, elle va bien, on vous la rend. Okay. Sauf qu'en fait, on est allé la chercher avec ma sœur et en fait, on s'est rendu compte qu'elle pouvait plus marcher. Mais ça, vous l'avez pas dit à l'hôpital ? Du tout. Et en fait, pour aller à la voiture, enfin bref, c'était un mois de janvier, il faisait un froid de canard. La pauvre mémé, elle avait le cul à l'air, on pouvait pas la mettre dans la voiture. Enfin, ouais, voilà. Toutes les conditions vraiment sont réunies pour te faire galérer au max. Et en fait, du coup, déjà, pendant 4 mois, les 4 premiers mois, on n'a eu aucune aide extérieure. Donc, c'est-à-dire qu'avec mon copain, le chéri de ma sœur et même mon père, on allait la lever de son lit et la coucher 2 fois par jour. Parce que comme elle pouvait plus du tout marcher et que chez elle, on n'avait encore rien adapté, en fait, on la mettait encore dans son vrai lit. Puis après, on allait la chercher le matin pour la mettre dans son salon. Puis en fait, mon oncle nous appelait quand il fallait l'emmener aux toilettes. Donc tu faisais les allers-retours pour la mettre sur les toilettes. Mais alors, attends, parce que du coup, l'hôpital, ils vous disent, vous pouvez rentrer avec elle, tout va bien. Alors que clairement, non, il n'y a rien qui va même. Et vous n'avez pas d'aide pendant 4 mois. Mais comment ça se fait ? C'est parce que justement, de par le compte-rendu de l'hôpital, il n'y a pas de papier qui atteste comme quoi la motricité est réellement touchée. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir d'aide ? C'est à cause de ça ? En fait, pour eux, de toute façon, voilà, niveau santé et mental, et voilà, elle allait bien. Okay. Ils ont fait tous les examens possibles. Elle est restée même pas 1 semaine, je crois. Puis en plus, c'était période Covid. Donc en plus, pendant 1 semaine, on n'a même pas pu la voir. Oh là là. Ouais. Donc en fait, elle a eu une grosse perte aussi d'alimentation. Parce qu'en fait, ma grand-mère, quand il y a 10 ans, on a commencé à l'aider pour aller se laver et tout ça, qu'elle marchait encore, elle a commencé à diminuer ses repas en fait. Ok. Et on a commencé, nous, à un peu aller pour déjà lui dire il faut manger, allez mémé, mange, enfin voilà. Ouais. Et du coup, la semaine de l'hôpital en 2020, quand on l'a récupérée, après déjà pour lui faire avoir de l'appétit, en fait, à cet âge-là, ça diminue beaucoup. Okay. La mastication. Après, il y a j'ai appris ça plus tard, mais les voies respiratoires, en fait, elles rétrécissent. Pareil pour les voies où on s'alimente. Ok. Donc du coup, voilà. Après, on a dû aussi s'adapter. On lui a acheté des petits pots pour bébé, de la purée. Oh là là. Ouais. Voilà. Et donc du coup, en fait, pendant 4 mois, on n'a eu personne parce qu'en fait, c'était à nous de faire les démarches pour tous les papiers. Okay. Donc ça, c'est ma mère qui a géré tout ce côté-là. Mais en attendant, on n'allait pas la laisser dans son lit toute la journée. Mais je trouve ça quand même dingue. Et en fait, heureusement, Dieu merci que vous étiez proches. Parce que la même chose pour quelqu'un qui est complètement isolé, je trouve ça fou. Ouais. Je trouve ça fou, mais même qu'on la laisse sortir en disant c'est ok, alors que non, c'est clairement pas ok. Je trouve ça dingue aussi. Mais et elle, le moral, comment ça va ? Parce que si elle a toute sa tête, etc., comment ça se passe ? Parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir des gros coups durs au moral et que même pour vous, ça doit être très difficile aussi. Ouais, en fait, ma grand-mère, c'était un peu une force de la nature. Elle a pas eu une vie simple, mais elle a toujours relativisé. Puis en fait, comme elle était avec nous et dans sa maison, elle voulait pas quitter sa maison. Et puis en fait, d'être avec nous. Moi, je sais qu'avec ma sœur, on était ces 2 petits rayons de soleil. Et enfin, vraiment, c'était une personne qui se plaignait jamais. Vraiment jamais. Et même avec sa perte d'autonomie, elle était chez elle et voilà, ça avait l'air de lui convenir, à part quand on l'embêtait pour manger, voilà. Donc du coup, en fait, donc on a commencé les démarches. Et ensuite, on a eu de l'aide. Donc c'est une association qui venait le matin et le soir. Okay. Justement pour la mettre de son lit à la chaise roulante et le soir de la chaise roulante à son lit. Donc vous, ça vous libérait, entre grosses guillemets, si on peut dire ça comme ça, ces créneaux-là. Voilà. Ok. Donc au début, ça nous a libéré un peu ces créneaux-là, mais en fait, il faut savoir que ces personnes-là, déjà, ça change tout le temps. Donc en fait, c'était tout le temps des personnes différentes qui venaient voir ma grand-mère. Donc souvent, en fait, ils savaient pas utiliser un lève-malade. Ils savaient pas quoi faire. Ouais. Donc, la plupart du temps, il y avait mon oncle sur place, donc tant mieux. Mais quand il était pas là, on nous appelait.
ou des fois c'était 16h de l'après-midi, ils devaient venir la coucher à 18h. En fait, ils pouvaient plus, ils avaient personne pour venir. Oh, wow. Donc en fait, il fallait toujours, à partir de 2020, on a commencé à faire vraiment un planning entre nous, ma mère, ma sœur et moi, pour qu'il y ait quand même toujours une personne ici. En fait, mais parce que ces gens-là, du coup, c'était pas vraiment des professionnels de santé, finalement. Bah en fait, dans ces associations, il y a des fois des aides-soignants vraiment diplômés. Ouais. Et là, je pense que les 3/4 des personnes, non, c'est des personnes en recherche d'emploi qui trouvent que là-dedans. Parce que les pauvres, c'est un métier hyper ingrat, c'est pas hyper bien payé, c'est des horaires à la bip un peu. Enfin voilà, ils bossent le samedi, le dimanche. Et donc, puis voilà, il y avait des gens, on voyait qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être là. Ouais. Et c'est vrai que ça, pour nous, c'était un peu dur parce que nous, notre grand-mère, quand c'était nous qui le faisions, en fait, les 4 premiers mois, et après, on a quand même continué de le faire parce que souvent, il n'y avait pas les gens, souvent, enfin, il y a plein de couacs, donc on a continué de le faire aussi, mais enfin, nous, on savait pour qui on le faisait, et en fait, on savait qu'on faisait bien. Ah oui, et voilà, amour, voilà. Puis bon, pour notre grand-mère, je pense qu'elle préférait quand c'était nous que des gens qu'elle connaissait pas. Ouais, je pense. Mais voilà, ça, c'était un peu dur, et coordonner tout ce monde-là, en fait, c'était aussi un peu compliqué. Je veux bien te croire. Voilà. Je veux bien te croire, mais... Et en fait, après, il y a eu aussi un tournus qui s'est mis pour la nourriture. Parce que après, une fois qu'elle a été alitée, bah voilà, on devait lui donner à manger à la petite cuillère comme un bébé parce qu'elle voulait plus du tout... en fait, elle a plus faim, quoi. Elle avait plus faim. Ouais. Les personnes âgées, ça redevient des gros bébés. Et voilà, donc en plus on change la couche, c'était vraiment... il faut aussi lui donner à manger. Donc en fait, les 2 premières années, mon oncle arrivait quand même à le faire des fois seul. Ouais. Et en fait, après, il nous a dit il me faut de l'aide parce que c'est plus possible. Donc nous, on passait déjà tous les 2 jours. Ouais. Mais là, après, on passait beaucoup plus régulièrement. Et en fait, avec ma mère et ma sœur, on s'est fait un planning. Moi, j'y allais par exemple le lundi soir, le mercredi soir, le samedi midi, le dimanche soir. Vraiment que pour aussi la nourriture et lui donner à manger. Ok. Ah ouais, vous avez vraiment finalement revêtu le rôle d'aide-soignante plus. Ouais. Parce que du coup, est-ce qu'elle, même d'un point de vue médical, il y avait des choses que vous avez dû faire vous-même, du coup ? Oui, alors, bah oui, parce qu'en fait, les aides-soignants, à partir du moment où la personne, elle n'a pas envie, bah en fait, ils peuvent pas forcer la personne âgée à faire quelque chose dont elle n'a pas envie. En gros. Ok. Donc, c'est arrivé que des fois, les aides-soignants, ils venaient nous voir en disant, bah voilà... Là, votre grand-mère, elle est constipée. Ça fait 3 jours qu'elle n'est pas allée à la selle. Ouais. Donc, elle ne veut pas qu'on lui mette un suppositoire. Donc, puis on se regarde, puis on est... Bon, okay. Mémé, je vais devoir te mettre un suppositoire. Waouh. Et ça, c'est pas trop dur pour toi, psychologiquement, de faire des... Alors, ma mère, elle pouvait pas, par exemple. Mais je comprends totalement, enfin... Quand c'est vraiment nos parents directs, je pense que l'avoir décliné comme ça, puis en fait, elle avait toute sa tête. Donc en fait, quand j'ai commencé à la regarder et lui dire « Bon, mémé, tu es constipée, il faut que tu te tournes, je t'aide à te tourner. » Enfin, je l'aidais à se tourner, elle n'arrivait plus à se tourner elle-même. Mais je dis « Je vais devoir te mettre un suppositoire, mémé, on n'a pas le choix, c'est pour toi, quoi. Je vois bien que t'as mal au ventre et tout. » Ah bah c'était rock'n'roll. Hein. Ah bah je veux bien le croire, putain. Donc il y avait ma sœur qui la tenait, mon oncle au fond du salon qui dit « Maman, arrête, arrête !» Et moi qui essaye de mettre ce suppo par derrière. Oh putain. Oui, il y a eu des moments comme ça. Et puis il y a eu des moments où je crois que pendant les 6 années où elle était alitée, elle a eu 2 fois des coups où on a cru qu'elle allait partir. Oh. Donc il y a une fois, elle a attrapé le Covid. Ouais. Et du coup, on a dû faire venir... on voulait toujours pas la mettre à l'hôpital. On s'est dit, la seule fois où elle est allée, c'était pire. Et puis en fait, on pourra pas aller la voir, donc non. Et en fait, nous, on la voulait pas loin de nous. Et on s'est dit, nous, on s'en occupera mieux. Parce que pareil, les gens à l'hôpital, ils ont pas le temps, Là, les pauvres, ils étaient dans un rush. Je comprends vos craintes, hein, parce qu'après, et je les plains aussi, tout le personnel hospitalier à cette période-là, parce que c'était... Ah, c'était affreux pour eux. C'était terrible pour eux. Oui. Et on s'est dit, si on la met à l'hôpital, elle va mourir. Parce qu'en fait, elle était plus du tout consciente. Et en fait, on devait lui mettre de l'oxygène par le nez. Sauf qu'en fait, dans la nuit, elle l'enlevait. Oh. Et du coup, elle avait plus assez d'oxygène dans le sang. Donc en fait, il fallait absolument qu'elle ait cet oxygène-là. Ouais. Et en fait, mon oncle, il pouvait pas faire toutes les nuits. Donc en fait, on a commencé à se relayer aussi la nuit.
pendant ces périodes-là où elle était malade. Et du coup, bah, on y allait. Et en fait, dès qu'on entendait un petit bruit, on mettait un lit de camp à côté de son lit d'hôpital. Puis dès qu'on entendait qu'elle enlevait, on lui remettait le tuyau. On lui disait non. Tu dormais là-bas, en fait. Du coup, oui. Ouais. Parce que j'allais dire un truc con, mais je repense à cette époque là où on avait les attestations et tout pour se déplacer. Parce que ça vous a rajouté une galère supplémentaire du coup. Oui. Ouais. Forcément, là, maintenant je fais le rapport avec 2020, je me dis, mais waouh, en fait, voilà, on vous a rajouté un. Ouais. Et puis en fait, comme on n'avait pas de. Les infirmiers, après, venaient aussi pour remplacer les poches d'hydratation. Mais en fait, c'est pas eux qui les amènent, c'est à nous d'aller chez le médecin traitant, faire toutes les demandes d'ordonnance, d'aller à la pharmacie, de faire les commandes, de les ramener. Donc voilà, donc ça c'était aussi des périodes pas très rigolotes où. Mais après ça, bah elle va mieux. Enfin, elle reprend du poil de la bête, ça repart. En avril l'année passée, pareil, elle nous a fait un petit coup, une infection au poumon. Oh wow. Ouais. Et là on s'est dit, là c'est la fin. Ouais. En fait, quand on s'occupe des personnes comme ça, à chaque fois qu'il y a une petite maladie ou un truc comme ça, on se dit, en fait, on se prépare. C'est trop bizarre, mais on se dit, bah cette fois, ça y est, c'est le moment. Il faut qu'on prépare des trucs. Et en fait, quand on voit vraiment ces personnes-là descendre, enfin, c'est un peu tout le temps des fois dans nos têtes quand il y a des coups de mou comme ça. C'est un mécanisme un peu qui se met en place, comme si tu te préparais au pire à chaque fois. Ouais. Mais ça doit être terrible, enfin, ça doit te faire une espèce d'ascenseur émotionnel. Ah oui, c'est terrible parce qu'après, du coup, en avril l'année passée, elle s'en est sortie. Ok. Donc en fait, bon bah super, mais comme tu dis, l'ascenseur émotionnel est dingue parce que t'as aussi, nous, notre fatigue à côté. Ouais. T'as elle, on voit quand même qu'elle souffre aussi et que finalement, plus les années passent, plus on se dit, mais en fait pour elle, c'est plus une vie. Elle est dans son lit toute la journée. Alors oui, elle nous voit nous, mais enfin ça n'a plus tellement de sens. Ouais, ça lui a fait du bien. En tout cas, là, vous lui avez offert quelque chose d'exceptionnel, en tout cas pendant toutes ces années-là, parce que c'est magnifique d'avoir fait ça, franchement. Mais oui, au bout de ces 10 années où là, elle a tellement diminué, j'imagine que c'est très dur. Et est-ce que pour vous, justement, au début, bon voilà, elle a ses premiers soucis de santé, mais elle est encore là. Et sur la fin, justement, comment toi tu vis finalement de l'avoir diminué petit à petit, même si tu es au quotidien avec elle, tu dois quand même des fois avoir un truc de avant-après. Alors, au tout début, c'était tellement peu qu'on voyait pas trop de différence. Ouais. Et en fait, sur la fin, nous, on était clairement, je pense, aveuglés par notre amour pour elle. Et à part le dernier mois où vraiment ça a été la catastrophe pour tout le monde, je pense que nous, on l'a pas vu, on l'a vu descendre, oui. Mais je vois typiquement, il y avait ses neveux et nièces qui étaient venus un jour la voir. Ouais. Et en fait, pour moi, là, ce jour-là, elle était dans un super bon jour, tu vois. Elle avait les yeux grands ouverts, elle souriait, elle parlait. Elle parlait encore quand même, ouais. Oui. Okay. Ah oui, elle a parlé jusqu'à la fin et tout. Okay. Mais des fois, c'était, voilà, elle faisait pas des longues conversations, mais oui, elle répondait et tout ça. Okay. Et en fait, pour moi, du coup, c'était un super bon jour dans lequel elle était. Et en fait, après, on arrive dans la cuisine. Donc, c'était une autre pièce chez ma grand-mère. Et en fait, là, ses neveux et nièces, ils me regardent, ils me disent, mais... Enfin, elle a maigri de fou, mais elle est... Enfin, voilà, elle a quand même diminué, elle est pas bien, on voit que c'est... Puis du coup, moi, je l'ai regardée, puis j'étais là, bah, franchement, revenez dans 2 jours, je pense que du coup, elle aura un coup de mou. Là, je peux vous dire qu'elle va super bien. Ah ouais. Enfin, on est un peu aveuglés parce qu'on la voit tous les jours. Bah, c'est ça aussi. Donc, oui, on l'a vu descendre, mais pour nous, après, bah, c'est devenu le quotidien. Donc en fait, qu'elle puisse pas marcher, et puis qu'après, il n'y a plus que la tête qui bougeait, et l'esprit qui était là, bah pour nous, bah c'était elle quand même, et voilà. Ouais. Mais bien sûr que pour elle, mais elle s'est jamais plainte, donc ça, on saura jamais vraiment. Elle s'est jamais confiée par rapport à ça, elle, son propre ressenti, non, elle vous a jamais rien dit? Non. Et puis en fait, ma grand-mère, elle était très vieille, elle est née en 1930. Ok. Donc en fait, là, elle est décédée en février, elle avait 96 ans. Et en fait, c'est pas des générations qui se plaignent. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est vraiment des mentalités d'une autre époque. Alors, je pense qu'on peut parler d'une autre époque carrément, qui ont vu d'autres choses que nous. Et puis c'est fou aussi parce que c'est des générations, tu dis, ils ont vu la guerre et le dernier iPhone avec lequel on fait du feu bientôt. Tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Mais c'est vrai que c'est des générations où on ne se plaint pas.
Bah c'est ça. C'est Quand il y avait le Covid, quand je lui parlais du confinement et du couvre-feu, elle explosait de rire. Elle me disait mais moi le couvre-feu c'était pendant la guerre. ouais, c'est clair. Elle me dit vous faites un couvre-feu parce qu'il y a une maladie, un virus. Enfin elle Vous êtes comprenait pas. Nous à l'époque on faisait un couvre-feu parce qu'il y avait des bombes en fait les gars. C'était un autre délire encore. Voilà. Ouais, c'est clair. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Et par rapport à vous, votre famille, alors je pense avoir compris que vous étiez super proches déjà, mais est-ce que ça vous a encore plus rassemblés et rapprochés? Oui, alors ça nous a beaucoup soudés. Il y a eu quelques moments où des fois il y a eu un peu des conflits parce que voilà, mon oncle avait une relation très particulière avec ma grand-mère. Ouais. Ils étaient très liés parce que voilà, lui étant en situation de handicap, en fait il a jamais quitté vraiment la maison familiale. Ok. Donc ils sont toujours restés tous les deux ensemble. Et donc du coup lui des fois voilà c'était un peu extrême je pense dans ses choix pour elle, mais parce que pour lui c'était toute sa vie finalement. Et puis ouais. Et puis pour nous, à ma sœur, ma mère et moi, des fois on voyait l'autre côté, on pensait plus à elle. Ouais. Et en fait des fois la forcer à faire des choses qu'elle avait vraiment pas envie. Nous, on voulait plus aller dans Arriver son à avoir sens. un peu plus de sang-froid peut-être. Oui, voilà. Plus de recul. Et puis après, il y a des fois où, avec ma mère et ma sœur, c'était vraiment c'était un échappatoire en fait, parce qu'il y a que, nous, on savait ce qu'on vivait, donc vraiment, on en parlait tout le temps, et puis en fait, ça prenait une grosse place dans nos vies. Ah bah j'imagine. Il n'y avait pas une journée où on n'était pas là-bas, et il n'y avait pas un message, on a un groupe où on est toutes les trois, où on parlait pas d'elle. Ouais. Parce qu'en fait, quand ce soir-là, j'ai pas pu y aller, et direct, comment va mémé, est-ce qu'elle a mangé, comment ça s'est passé, comment va tonton, parce que du coup, Oui, c'était un lot. Fatalement, évidemment, c'est sûr. Voilà. Et même entre vous trois, du coup, ça a pas créé des fois des tensions ou quoi? C'était vraiment hyper soudé, hyper uni? Alors, quelquefois, un petit peu, parce que c'est vrai que comme on devait s'organiser pour qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible. C'est vrai que des fois on a dû faire des choix de là moi ce week-end-là avec mes copines j'irai pas parce que ma mère et ma sœur sont pas là, donc il y a eu des fois où en fait on s'est un peu foutu dedans avec les plannings, et puis des fois en fait on se dit juste ça me fait chmir vraiment de voilà. Bon, on savait pourquoi on le faisait, mais c'est vrai que des fois ça a été un peu, je dirais, contraignant. Et puis en fait, nous, on est très famille. Et du coup, moi, ça faisait 6 ans que j'avais pas pu partir avec mes parents et ma sœur, tous les 4, comme on l'a toujours fait, en fait. Parce qu'on pouvait plus faire ça. Donc c'est vrai que, voilà. Mais sinon, non, on a été quand même hyper soudés, hyper dans la même direction. Et puis ma sœur, c'était vraiment une alliée de choc, quoi. Parce que on a presque le même âge, donc forcément, on a le même lien avec ma grand-mère, donc on vivait vraiment les mêmes choses, quoi. Ouais, vous étiez vraiment sur le même pied d'égalité en termes de compréhension de la situation. Ouais, c'est ça. C'est franchement, si WhatsApp pouvait me dire combien d'heures on a parlé de ma grand-mère sur WhatsApp, ce serait des heures et des heures. Je veux bien te croire. Et du coup, par rapport à ce que tu disais au niveau de l'impact que ça a dans ta vie, parce que du coup, oui, ça doit te demander des fois de renoncer à certaines choses. Enfin, en tout cas, tu as passé 10 ans qui sont pas communs par rapport à n'importe qui de ton âge. Et est-ce que des fois, tu devais te dire, parce que ça a dû t'arriver en 10 ans, et c'est normal de dire, bon, allez, ce week-end, par exemple, je dis une connerie, je pars avec une copine, ou je pars en week-end avec mon mec, ou juste on n'est pas là pendant 24 heures. Comment on le vit, ça, quand on a l'habitude d'être au quotidien avec une personne qu'on aide et qu'on aime à ce point? Est-ce que tu culpabilises un peu, ou tu arrives un peu à te dire, putain, j'ai un peu droit aussi quand même? Ça dépend des périodes. Les périodes où elle allait assez bien et que je savais que ma mère et ma sœur, mon oncle étaient là, ça allait encore. Mais bon, tout le week-end, je suis obligée de demander des nouvelles tous les jours quand même. Et d'appeler mon oncle et de l'avoir aussi au téléphone. Mais ça, c'est malgré toi, c'est plus fort que toi, parce oui, que t'en as besoin, en fait. Exactement. Et d'un autre côté, les moments où elle allait mal et où il y avait des trucs qui étaient déjà prévus et que tu pars quand même, et en fait tu sais que tu laisses les 3 autres personnes galérer, parce que des fois franchement c'était hyper dur moralement, physiquement de gérer tout ça. Là oui, tu culpabilises, oui. Et puis est-ce qu'il y a aussi un peu par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, dans ces moments où ça va pas, quand tu pars, est-ce que t'as ce truc aussi où
dans cette préparation où tu dis putain, ça se trouve, je suis pas là et puis il va se passer le pire ou j'en sais rien. Il y a ça aussi qui te tient compagnie? Bah, en fait, là, pendant 6 ans, c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'on partait en voyage. Je sais que là, elle est décédée en février. Et j'avais un voyage prévu cette année au mois de mai et là au mois de juillet. Et en fait, j'ai pris toutes les assurances possibles pour pouvoir rentrer. Mais à chaque fois, c'était ça parce qu'en fait, on se disait c'est impossible déjà que ça arrive et qu'on soit pas là. Inenvisageable. Inenvisageable et voilà. Bon, du coup, on était tous là quand ça arrivait, donc finalement, c'est bien tombé entre guillemets. Mais oui, non. Vu qu'on savait qu'elle était âgée et voilà, qu'elle était sur la pente un peu descendante, on s'y attendait. Mais en fait, comme elle prenait 0 médicament, qu'elle avait 0 maladie dégénérative, en fait, tant que son cœur tenait, elle serait avec nous, quoi. C'est vraiment une crainte qui a plané au-dessus de votre tête comme ça pendant 6 ans. Ça doit être dur. Hein. Ça doit être éprouvant. Franchement, ça doit être extrêmement éprouvant. Et en parlant du coup de moments difficiles, je pense qu'il y a eu aussi, tu m'avais dit quand on s'est écrit, il y a eu des moments, des beaux moments, je pense, qui peuvent me faire pleurer, ça peut m'avoir, vraiment facilement, et aussi des choses drôles. Est-ce que tu peux nous faire part, si tu as quelques idées d'anecdotes là comme ça, de moments comme ça qui t'ont marqué? Bah, c'est vrai que ma grand-mère, elle avait beaucoup d'humour. Donc en fait, on rigolait beaucoup. Elle avait des fois des sorties vraiment fracassantes. Je me revois dans son salon. Elle parlait des fois aux aides-soignants ou aux infirmières qui étaient là. Elle les envoyait péter, mais je me suis dit non mais c'est pas possible. Alors d'un côté, on est là, on s'excuse aux aides-soignants et aux infirmières. On est là, je suis vraiment désolée. Elle est en et d'un autre côté, on la regarde, mais on est obligé de rire parce que c'est pas possible. Une vieille dame de 90 ans. Qui insulte des aides-soignants, on est là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mémé est en roue libre. Et puis ma grand-mère adorait la musique, donc en fait, on mettait, dès qu'on la voyait, on mettait la musique, ses musiques préférées. Puis en fait, avec ma sœur, on dansait devant elle, on chantait. Alors elle était là, et puis elle disait, mais vous avez la danse de Saint-Guy, vous avez le risolet, vous êtes folle. Enfin, vraiment, on était ces petits rayons de soleil et ça se voyait, quoi. Dès qu'on arrivait dans la pièce, elle s'illuminait et c'était vraiment des beaux moments, quoi. Oh je veux bien le croire. Je veux bien le croire, parce que ça doit faire du bien d'avoir ces moments de douceur. Ça doit aider aussi quand même, parce que c'est lourd, je pense, quand même, dans tous les cas. En plus, quand on arrivait là-bas, on savait jamais si c'était un bon ou un mauvais jour. Donc, tu t'es fait ta journée de travail dans les pattes. La veille, si c'était une période où elle était pas bien, tu l'avais veillée la nuit, donc tu avais dormi 1h30, 2 heures, plus ta journée de taf, puis t'arrivais, puis t'étais là, allez, j'espère qu'elle est dans un bon jour, comme ça, voilà, je lui donne vite à manger, mais après, j'ai envie de profiter d'elle et de rire et de mettre de la musique. Elle adorait aussi qu'on la coiffe. Donc en fait, elle avait un petit peigne et puis à chaque fois, dès qu'on arrivait, elle nous disait là, tu me coiffes. Donc on la coiffait pendant des heures. Enfin voilà, mais non, c'était trop bien. C'est beau que tu dis ça, tu vois, que c'était trop bien parce que malgré tout, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes tout le temps, en permanence, et beaucoup d'émotions tout le temps. Et typiquement, après 10 ans comme ça, comment tu vis la rupture de tous les jours au quotidien auprès de quelqu'un et puis d'un coup, plus rien? En fait, le dernier mois a été très très dur parce que du coup, elle a plus du tout voulu s'alimenter. Donc en fait, petit à petit, elle est rentrée dans une phase où, là, elle parlait plus. Vraiment, on sentait que c'était la fin. On la connaissait, donc vraiment, on voyait que là, elle remonterait pas. Ça a dû être épouvantable pour vous. Pour elle aussi, bien sûr. Ouais, c'était vraiment pas facile. Et en fait, en parallèle, mon oncle a subi une très grosse opération à Lyon. Donc en fait, au début, il n'était pas là, donc on a été vivre chez elle. Et en fait, quand il est revenu de l'hôpital, il pouvait pas s'en occuper tout seul non plus. Donc on faisait aussi les nuits. Et en fait, on sentait que ça allait arriver. Donc en fait, on était assez partagés dans le sens où on s'est dit, en fait, elle souffre trop. Et il faut que ça s'arrête autant pour elle que pour nous. Parce qu'en fait, on est arrivé à un moment où en fait, on s'est dit, si on continue encore comme ça pendant 6 mois, on va finir en burn-out en fait. Parce que vraiment, on la veillait, on dormait pas, on allait travailler, on revenait.
c'était plus possible. Et puis les infirmières nous ont mis en fait sur la voie du CHAL pour faire venir des infirmiers en fait en gros fin de vie. Un peu l'équivalent de soins palliatifs. Ouais, exactement. Okay. Des soins palliatifs à domicile. Ok. Donc en fait, on a commencé les démarches. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle y a entendu, elle était entre deux mondes, hein, clairement. Ouais. Mais ma grand-mère, qui n'a jamais voulu prendre aucun médicament de sa vie, elle a dû entendre, malgré elle, qu'on allait faire venir l'hôpital à la maison. L'hôpital à la maison, pour la soulager surtout. Bah ouais, bien sûr. Donc pour qu'il lui donne des antidouleurs par intraveineuse pour la soulager. Ça allait être ma question. Là, tu sentais qu'elle était douloureuse physiquement ? Oui, en fait, la nuit, on la veillait parce qu'en fait, elle hurlait dans la nuit, elle gémissait en fait. Elle gémissait en continu et en fait on n'arrivait plus à rien faire. Quelle horreur. Tu es d'accord de nous expliquer ce qui s'est passé sur la fin, ce qu'elle a eu justement pour avoir des douleurs comme ça ? Bah en fait c'est le corps qui lâchait. Ok. Donc en fait son corps a lâché, donc en fait elle a arrêté de faire pipi. Donc les aides-soignants nous ont dit bah il y a plus du tout d'urine. Ok. Et en fait après ça monte, enfin les organes après lâchent petit à petit. Voilà les reins à mon avis. Et du coup en fait elle voulait plus boire, elle voulait plus manger. Et puis petit à petit voilà elle était entre deux mondes. Donc en fait elle était toute la journée les yeux fermés, la bouche à moitié ouverte. La respiration et en fait pénible. Même respiration ouais très très lente et dure. Oh. Et toute la nuit elle gémissait. Quelle horreur, putain. Donc elle gémissait toute la nuit et en fait nous on était à côté d'elle et on essayait de la rassurer, de lui tenir la main, de lui mettre de l'eau sur la tête, essayer en fait de l'hydrater surtout. Alors on avait fait revenir les poches d'hydratation, hein, ouais. Mais en fait on essayait quand même de la faire boire parce qu'après sa langue elle devenait hyper sèche, ses lèvres, enfin c'était affreux quoi. Franchement le dernier mois c'était plus elle et puis nous c'était horrible en fait, on voyait qu'elle était en train de mourir. Quelle horreur. Et en fait on peut vraiment rien faire. D'un sentiment d'impuissance là qui doit être... Ah oui, horrible. Et en fait, il faut juste attendre le moment où le cœur va s'arrêter. Oh. Sauf que c'est un peu, dans ces cas-là, une infirmière, elle m'avait dit, c'est un peu le dernier organe qui va s'arrêter quand c'est comme ça, quand c'est une personne qui n'a pas de maladie, qui va bien, entre guillemets. Donc on était dans l'attente et en fait, on s'est dit, il faut faire venir pour que... ça dure pas des mois et qu'elle reste comme ça, c'est pas possible. Et en tout cas qu'elle parte plus sereine, en tout cas moins douloureuse. Bah, c'est ce que tu me disais avant que je te pose la question, excuse-moi. Donc du coup tu me disais, elle a sûrement entendu que vous parliez au téléphone. Ça lui a pas trop plu. Oui, et dans le salon en fait, parce que voilà les gens venaient et tout. Et en fait c'est une infirmière hyper chou qui nous en a parlé. Et en fait voilà, comme avec mon oncle c'était quand même très délicat, tout ce qui concernait ma grand-mère. Bon, en fait, elle lui en avait parlé, puis il était totalement d'accord parce que lui, il voyait aussi que c'était plus possible. Ouais. Et donc, en fait, on s'est dit, bon, bah, allez, c'est parti, on appelle, on fait les démarches. Et du coup, on a commencé à faire les démarches. Et en fait, 3 jours après, elle est décédée. Donc, on a fait... Ils sont pas venus. Ils ont pas eu le temps de venir. Ok, même pas eu le temps du coup de mettre en place les soins. Non, parce que ça c'était le dimanche et en fait après on les a eu le lundi, mardi. Il fallait une ordonnance du médecin traitant que j'ai été chercher et tout ça. Et en fait, moi je sais que le mardi soir j'ai fait la nuit. Je suis rentrée à la maison et puis mon oncle il m'a appelé 2 heures après en me disant venez vite, c'est la fin quoi. Et puis après elle s'est éteinte avec son fils chez elle, voilà. Wow. J'abuse, hein. C'est ton histoire, mais ça me... Tu as le droit de pleurer. J'ai pleuré beaucoup pendant des mois. Mais ça a dû être tellement violent pour vous parce que déjà toutes ces années de crainte, d'inquiétude pour elle, là la fin qui a dû être juste épouvantable à tout niveau, et puis après le vide que ça a dû laisser quoi. Ouais, c'est un très très gros vide. Alors au début avec ma sœur on a eu un sentiment de c'est pas réel. Ouais. En fait là on s'est dit au début bah en fait on se fait un peu des vacances. Ouais. Sans elle. Sans trop culpabiliser. Ouais. Mais c'est pas la réalité. Donc on va retourner chez elle et elle est toujours là et en fait on va continuer à s'occuper d'elle, à la voir, les soins, à passer du temps avec elle. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas. Mais on était très consciente qu'elle était partie. Voilà, elle a eu un très bel enterrement. On lui a dit au revoir. C'était super. Mais c'est vrai que ça fait un très gros vide.
Et c'était très difficile. Mon oncle, il est venu vivre chez ma mère pendant 3 semaines. Bah oui. Parce que forcément, lui, chez lui, dévasté. cata, quoi. Il n'y avait plus ma grand-mère qui l'appelait toutes les nuits. Ouais, bah. Viens dans le salon avec moi. Enfin, voilà. Rester dans le lieu où tu as vécu avec une personne comme ça autant d'années, ça doit être aussi très difficile moralement, je pense. Ouais, non, c'était hyper dur pour lui. Et puis, du coup, ma maman, en fait, elle n'a pas eu une place facile du tout, ma petite maman, parce qu'elle elle savait très bien la relation très forte qu'elle avait avec mon oncle. Ouais. Et du coup, en fait, je pense qu'elle a un peu caché sa peine pour aider mon oncle, en fait. Ouais. Donc, elle l'a pris chez elle pendant 3 semaines. Et puis, elle s'est pas autorisée. Et puis, moi, à un moment donné, je voyais bien qu'elle craquait pas, qu'elle était à fond dans les paperasses. Bah voilà, tout ce qu'après, interne, dans les successions, les machins, voilà. Oh ouais. Et puis, à un moment donné, je dis, mais maman, c'était ta maman. Enfin, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de lâcher. Enfin, totalement légitime. Même si on savait qu'elle était vieille, en fait, c'est quand même une personne que t'aimes. Donc, même si elle est morte à 96 ans, bah, en fait, on a envie de pleurer et puis elle nous manquera, quoi. Mais c'est 1 milliard de fois légitime, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Et puis après, moi, je sais que... Enfin, je ressens toujours un peu... En fait, c'est la culpabilité de l'après en me disant, bah, maintenant, j'aide plus personne, en fait. C'est vrai ? Ouais. Waouh. On peut faire une pause si t'as besoin. Voilà. Oui, parce que ça a duré en fait 10 ans. Et c'est 10 ans de ta vie où bah, tu te mets souvent quand même de côté. Donc pas évident. Et puis bah, quand ça se termine, tu te dis bah voilà, c'est fini. Et en fait, il faut apprendre à vivre pour soi. Et autrement, du coup, parce que c'était 10 ans de ta vie, c'est énorme. Ouais. On a le même âge, donc 29. C'est énorme. Non mais attends, t'excuses pas, prends ton temps. Je ne suis que chair de poule. Et c'est vrai que, surtout les premières semaines, en fait, mes jours où j'y allais tout le temps pour l'aider, la changer ou lui donner à manger, en fait, je rentrais chez moi du coup hyper tôt, du boulot, et je me disais, bah, je sais pas quoi faire. Ouais. Ah, le vide, quoi. Le vide. Exactement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y avait ma sœur, ma mère qui vivaient la même chose. Donc, on en parle et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ah, bah, j'imagine que ça doit être super violent. Ça doit être super violent. Et donc, ça, c'est en février qu'elle est partie, ouais, c'est ça ? C'est ça. Et comment ça se passe, du coup, aujourd'hui ? Comment tu te sens, toi ? Est-ce que ça va un peu mieux ? Est-ce que tu arrives à te dire que bah, voilà, tu apprends à vivre autrement et des temps pour toi ? Est-ce que tu as réussi un peu à réaliser ? Alors, un petit peu plus maintenant. Et puis, en fait, j'ai ma cousine, mais c'est du côté de mon papa, donc c'était pas sa grand-mère, mais on est très proches aussi. Et en fait, elle nous a beaucoup ouvert les yeux avec ma sœur, en fait, à nous dire, mais ce que vous avez fait, c'est très beau, mais il faut savoir que c'est pas la réalité de tous les gens de notre âge, et c'est pas la normalité, en fait. Ouais. Donc c'est très beau ce que vous avez fait, mais il faut vous rendre compte que maintenant, il faut vous occuper de vous et vivre des trucs pour vous et pas retomber tout de suite dans aller aider dans une association, par exemple. Ouais. Voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que bah, du coup, là, je me suis remise au sport. Okay. Parce qu'en fait, moi, clairement... en fait, quand on rentrait le soir, quand on rentrait à 21h, après journée de boulot, plus mémé... j'avais juste plus rien envie de faire de ma journée, quoi. Ah bah, plus d'énergie, mais tu m'étonnes. Donc, c'est vrai que il faudrait apprendre à faire des choses pour soi-même. Et voilà. Et comme on était quand même 4 tout le temps, j'ai quand même eu, en 10 ans, je suis quand même partie voyager. Enfin, voilà, on avait un bon relais. Donc, ma vie ne s'est pas arrêtée. Mais c'est vrai que ça a pris une grosse partie de ma vie. Et maintenant, bah voilà, il faudrait apprendre à vivre sans elle. Elle sera toujours avec nous, évidemment, mais autrement. Bien sûr, mais ça, c'est certain. Mais voilà, maintenant, c'était la meilleure des grand-mères et du coup, on était hyper contents de l'avoir fait pour elle. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. Franchement, c'est magnifique. Et puis ça, pour ceux qui sont dans votre situation, ou en tout cas, où la question commence à se poser, je trouve que c'est un beau message, tu vois, d'espoir que ça peut se faire. Et puis c'est beau, quoi, de se dire que
les rôles se sont inversés finalement. Mm. C'est elle qui s'est occupée de vous quand vous étiez petite, et puis finalement, avec le temps qui passe, le relais a passé de main, a changé de main. Mm. Et non, c'est magnifique ce que vous avez fait. Franchement, c'est vraiment beau. Merci. Et c'est vraiment, vraiment beau. Et est-ce que si c'était à refaire, sans hésiter, j'imagine. Sans hésiter. Sans hésiter, hein. On la mettrait. À chaque fois qu'on avait une discussion pour elle, pour des soins, pour des choses comme ça, on se regardait et on se disait, mais si on l'avait mise en maison de retraite, mais elle serait morte au bout de 6 mois, c'est sûr. La question s'est jamais posée. Il n'y a pas des fois où vous vous êtes dit, bon alors attendez, typiquement quand il y a un moment, quand elle a une infection pulmonaire ou s'il y a eu un autre souci, est-ce que des fois vous vous êtes dit, bon alors là, est-ce que finalement on devrait la placer parce que là on va plus pouvoir gérer d'un point de vue médical, ou vraiment jamais vous avez... Alors il y a eu une fois où on a discuté et en fait on s'est dit, surtout pour mon oncle, qui lui était H24 avec elle. Et du coup, on s'était dit avec ma sœur et ma mère, nous on n'a pas envie, mais si demain mon oncle il me dit oui, il faut, c'est lui qui vivait quand même avec elle tout le temps, donc on s'est dit on le suivra. Okay. Enfin vraiment, ouais. Mais pour lui c'était inimaginable aussi quoi en fait. Donc, donc finalement non. Et en fait des fois je rigole avec ma sœur parce que je lui dis bon, je pense qu'on a 10-15 ans de tranquillité devant nous, parce qu'après je pense que c'est au tour de nos parents de commencer d'avoir de l'aide. Je dis donc on va profiter de ces 10-15 années à venir, parce que tu vois, moi je vois ma mère avec tout ce qu'on a traversé, elle nous dit souvent moi vous me mettrez en maison, enfin vous ferez pas tout ce qu'on a fait, je veux pas que en fait vous reviviez ça avec moi, parce que c'est quand même dur et tout ça. Et puis en fait on la regarde et puis on lui dit, mais maman, déjà t'es comme ta mère, tu voudras pas aller en maison, tu voudras rester chez toi. Je dis, et puis nous ça sera aussi naturel, on est très famille, et sauf si je comprends les gens qui ont Alzheimer ou voilà d'autres, des fois t'es obligé au bout d'un moment, je pense que voilà, il y a des situations bien particulières. C'est au cas par cas, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que nous, vraiment, juste la personne, elle vieillit et elle a besoin de nous. Et bon, maintenant, on est calé en soins, tu m'étonnes. En piqûres, en suppos. Les fameux suppos. Mais les piqûres, vous faisiez vous-même aussi ? Ma sœur, je crois qu'elle a fait 1 ou 2 fois, elle est assistante médicale. Ah, ok. Donc elle a fait 1 ou 2 fois où vraiment on trouvait personne et tout ça. Et puis voilà, les massages lymphatiques, les escarres. Tu pourrais nous faire une reconversion. C'est dingue. Ouais. Et j'avais une autre question aussi, là je viens d'y penser. Les gens autour de vous, plus ou moins proches, pas forcément vos proches plus, quel était le regard des autres vis-à-vis de ça ? Parce qu'ils devaient vous voir dans votre quotidien ultra rythmé, ultra chargé. Le regard des autres, c'était quoi finalement là-dessus ? Alors, j'ai beaucoup de copines très proches qui savaient vraiment ce qui se passait, donc qui ont été un réel soutien, et puis qui des fois me faisaient passer des petits messages en mode ça fait beaucoup, peut-être, essayer de passer le relais, mais en même temps, en fait, on voulait que ce soit nous parce que c'était notre grand-mère et on voulait pas passer le relais, au fond de nous finalement. Et en fait, les gens un peu autour, que ce soit des collègues ou quoi, les gens un peu moins proches, ils savaient que je m'occupais beaucoup de ma grand-mère, mais je suis jamais allée en profondeur. C'est-à-dire que voilà, ce soir, je vais chez mémé. Souvent, je disais ça en partant du boulot. Et ceux qui me posaient la question, je répondais, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que j'allais pas dire vraiment des fois tout ce qu'on vivait ou tout ça, parce que je me dis, voilà, chacun a sa vie, chacun a son quotidien avec son lot de choses à faire. Et du coup, voilà, quoi. Et c'est vrai que quand on était au travail ou avec des amis ou quoi, je me disais aussi, ils ont peut-être pas envie d'entendre parler d'une mémé de 96 ans à qui je dois changer les couches. Et est-ce que ça aussi, tu vois, prendre la douche, changer les couches, bon, je pense qu'à force de répétition, c'est devenu quelque chose de mécanique, naturel, automatique. Mais est-ce qu'au début, c'est difficile parce que ça touche quand même à la pudeur, à l'intimité ? Ouais, au début, c'est vraiment pas évident. Surtout que, alors moi je suis en crèche, donc les couches ça va. Tu maîtrises. Mais c'est vrai que pour ma mère, par exemple,
Je sais que quand il fallait aller la changer, elle aime bien aller avec ma sœur ou moi parce que déjà c'est beaucoup plus simple à deux. Parce qu'il fallait qu'on la retourne, elle bougeait plus du tout, qu'on glisse la couche, enfin voilà. Donc c'était pas facile et c'est vrai que les premières fois ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand même de voir l'intimité de ta grand-mère. Ouais. Et nous, je pense que comme c'est un peu de femme à femme, ça va encore. Ouais. Mais voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation. Après, comme tu dis, c'est devenu automatique. Et puis voilà, quoi, il fallait le faire. Hein. Elle faisait pipi, caca, comme tout le monde. Comme tout le monde, comme voilà. nous tous, ça c'est certain. Aucune surprise, ça c'est sûr. Mais même peut-être pour elle, au début, ça devait être compliqué d'accepter que... Parce que finalement, tu te mets dans une position d'ultra vulnérabilité, même si c'est tes petites filles et qu'évidemment qu'on ne veut que son bien. Mais ça doit être compliqué pour elle aussi, au début. Ouais, au début, c'était un peu compliqué. Enfin, même jusqu'à la fin, en fait, on l'embêtait, quoi. Elle voulait pas. Ça devient vraiment des bébés, quoi. Ils veulent plus prendre de douche, ils veulent pas qu'on change leur couche. Sauf que bon, à un moment donné, voilà, c'est obligatoire. Ouais, donc du coup, souvent, elle nous hurlait dessus. Hein. Il y a des moments, voilà, elle disait arrêtez, laissez-moi tranquille. Oh, wow. Enfin voilà. Mais elle savait, puis après, elle se rendait bien compte de la chance qu'elle avait. Elle nous le disait assez. Mais c'est vrai que sur le moment même. Pas très agréable ni pour elle ni pour nous, c'est clair. Mais il fallait que ce soit fait. Bah ouais. Voilà. Mais du coup, elle vous disait quand même à quel point c'était important pour elle que vous soyez là et qu'elle préférait cette configuration-là plutôt que la maison de retraite. Oui, elle se rendait bien compte de la chance qu'elle avait et puis souvent elle nous disait, parce que ma grand-mère était croyante, voilà 1930, voilà. Comme beaucoup de voilà. Et souvent elle nous disait que ma sœur, Dieu il m'a donné les 2 meilleures petites filles au monde, j'ai de la chance de les avoir pour moi, enfin vraiment trop mignonne quoi. Bah oui, carrément, c'est trop chou. Par rapport, si on prend un peu un regard plus large, est-ce que toi t'as rencontré d'autres personnes qui ont fait ça aussi, des proches aidants? Ou vraiment Alors pas du tout. Pas du tout, ok. Parce que en fait, moi, quand j'étais dedans, souvent, je pense que on se disait que c'était normal. Hein. Ouais. Vraiment tout ce qu'on faisait. Et en fait, le terme de proche aidant, je me suis renseignée quand ma grand-mère est partie. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je pense que dans mon inconscient, je savais qu'on faisait beaucoup trop et qu'on était proche aidant. Mais en fait, quand on était dedans, je me suis renseignée sur rien. J'ai pas écouté de podcast, j'ai pas regardé des vidéos, j'ai pas été voir. Il y a des associations justement qui reçoivent les proches aidants pour en parler et tout ça. Et en fait, je me suis pas du tout renseignée et je pense que j'avais pas du tout envie d'être là-dedans parce que pour nous c'était normal et puis que de toute façon on faisait ça, c'était comme ça. Ouais. Et en fait quand elle est décédée, je me suis un peu rendu compte avec ma cousine également qui nous a parlé qu'en fait non, c'était pas la plupart des... C'est pas anodin quoi. C'est pas anodin, voilà, le quotidien vraiment pas anodin. Normal de mes 19 ans à mes 29 ans, ont été un peu chamboulés. Et en fait, du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une association sur Annemasse où les gens, ils se retrouvent pour parler de ça. Alors, j'ai pas été, mais je me suis renseignée. Ouais. Et j'ai écouté aussi un podcast justement de proches aidants. Ouais. Et en fait, quand ma grand-mère est décédée, j'ai une collègue à moi très proche qui est en train de vivre ça en fait avec sa maman. Et du coup, je lui ai envoyé le podcast tout de suite et je lui ai dit, je sais que c'est dur d'écouter ça quand t'es dedans. Ouais. J'ai dit, mais moi, je l'ai pas fait et je pense que j'aurais dû. Parce qu'en fait, c'est vraiment une réalité qu'on nous met vraiment devant le visage, en fait. J'avais écouté qu'au début, c'était juste, j'allais faire les courses, je l'aidais que ça. Et puis en fait, après, voilà, quand la personne se dégrade, on en fait de plus en plus chaque semaine. Ouais. Puis à la fin, ça devient notre vie, quoi. C'est complètement ton quotidien. Ouais, complètement. C'est complètement ton quotidien. Et puis je pense que c'est des choses que tant qu'on les vit pas, on peut pas comprendre, comme beaucoup de choses dans la vie, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que toi, ça te ferait du bien typiquement, ou est-ce que tu penses même en venant ici pour raconter ton histoire, que rencontrer des personnes, notamment avec l'association, justement j'allais dire de confronter vos histoires, c'est pas le bon terme, confronter, mais en tout cas de vous les partager, pardon, c'est plus ça, partager vos histoires,
Est-ce que ça peut aider, faire du bien, tu penses, quand justement t'as la tête trop dans le guidon comme ça? Moi, je pense. Ouais. Je pense que c'est important d'écouter et de se renseigner. Parce que vraiment, en fait, on est tellement là-dedans que ça devient tellement une normalité qu'on ne se rend pas compte que non, c'est pas normal. Et qu'il y a des fois, on en a marre et que c'est humain. Bah oui. Et qu'on a le droit aussi de dire stop. Et en fait, c'est ça qui est difficile quand on est proche aidant. C'est qu'en fait, des fois, on est tellement dedans. Et il y a aussi l'affect, plus le quotidien. Et en fait, on se dit, mais je peux pas m'arrêter. Ouais. Mais en fait, si. S'il y a des gens, en fait, qui pour eux, c'est trop, il faut dire stop et se faire aider. Et même maison de retraite s'il faut pour certains. Enfin, moi, je critique pas du tout tous ceux qui l'ont fait parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix non plus. Hein. Je me dis, si demain, avec ma sœur, on avait eu un enfant, par exemple, ça aurait pas été possible. Bah oui. De faire tout ça, d'y être tous les jours, de faire tout ce qu'on faisait quand on a vraiment en plus une vie de famille. C'est sûr, il n'y a aucun jugement par rapport à qui que ce soit. On est vraiment sur du cas par cas, c'est certain. Parce que même du coup, sur le plan, on va dire psychologique, il doit y avoir des choses quand même qui te marquent et qui te restent. Parce que comme tu l'as dit, il y a l'affect qui rentre en compte. T'es le médecin, l'aide-soignante de quelqu'un que t'aimes. Et est-ce que du coup, c'est des choses qui peut-être t'ont choqué, t'ont marqué, et en tout cas, tu sens que ça va te rester et que ça t'a fait mal? Alors, sur le moment, je pensais pas du tout. Ouais. Je me suis dit, bon, bah voilà, on le fait, on l'aime. Oui, c'est pas tout à fait normal, mais de toute façon, on y est, voilà. C'est rentré dans le rythme. Et en fait, moi, dans mon cerveau, je m'étais persuadée que quand ça allait se terminer, eh ben oui, j'allais être triste, évidemment, mais j'allais passer tout de suite à autre chose et que c'était la vie. Ok. Moi, dans mon cerveau, c'était ça. Ouais. Et en fait, pas du tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Bah voilà, ça fait que quelques mois, donc forcément, c'est encore frais. Mais je suis assez... des fois assez clac-clac, assez carré. Moi, je suis une vierge, donc je suis très... Voilà. Et dans ma tête, c'est comme ça que ça allait se passer, que j'allais être triste, mais qu'après, c'était la vie et que j'allais continuer mon bout de chemin et que j'aimerais toujours ma grand-mère et voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Ouais. Et puis en fait, on repense à tout ce qu'on a vécu pendant 10 ans et aussi avant. Parce que voilà, ça reste une super grand-mère qui s'est toujours occupée de nous. Moi, j'ai pas connu la cantine scolaire, j'ai pas connu le parascolaire. Enfin, vraiment la mémé gâteau au possible avec ses 2 petites filles. Puis en fait, elle avait que nous, parce que mon oncle n'a pas eu d'enfant. Okay. Donc c'était vraiment famille, petite famille très proche. Ouais. Et donc du coup là, c'est encore difficile. Et je pensais pas qu'en fait, ça serait si difficile et que ça me manquerait quand même. Ce quotidien à 1000 à l'heure, où à la fin, tu te dis, mais j'en ai plus. Et puis en fait, quand ça se termine, tu te dis, bon, ça manque quand même. Ouais. Il doit y avoir, je pense, de toute façon, un temps d'assimilation d'informations. Parce que en fait, comme tu l'as très bien dit, hein, t'es passé d'un quotidien à 1000 à l'heure où t'avais même pas de temps pour toi, hein, finalement, comme je l'entends, ou même émotionnellement, ça devait être très très chargé tout le temps, à finalement la place au vide, à beaucoup de temps libre, chose que t'avais pas forcément connue. Et je pense qu'il doit se passer un choc thermique dans le cerveau qui, sur le coup, tu t'y attends pas du tout, parce que je pense que tant que t'es pas dedans, tu peux pas t'y attendre. Et ouais, ça doit être compliqué. Et est-ce que t'as pu un petit peu, tu me disais, en parler un peu avec ta famille. Est-ce que t'as eu besoin peut-être de te faire accompagner? Non, pas du tout. C'est vrai que j'en ai pas ressenti le besoin. Je ressens pas vraiment le besoin. Parce que... Voilà, j'en ai parlé aussi avec des amis, voilà, ma cousine et tout ça. Et en fait, les choses sont sorties et j'arrive quand même à dire les choses. Et c'est vrai que pour l'instant, je ressens pas le besoin. Donc à voir éventuellement plus tard, mais ça me fait un peu flipper d'aller voir un psychologue éventuellement et de peut-être prendre aussi une vague, je sais pas, émotionnelle sur la tête, peut-être. Oui. Ça, après, c'est très personnel. Ça, voilà. Pour le coup, c'est vraiment comme tu le sens. Hein. Mais pour l'instant, non, je ressens pas le besoin. Mais voilà, ma sœur, elle n'y est pas allée non plus, ma mère non plus. Ouais. On a beaucoup discuté et puis on est très bien entourés. Donc c'est vrai que
moi j'ai eu un chéri qui a été formidable, enfin Très présent. je veux dire hyper présent, et puis en fait il y a eu plein de moments où j'étais pas à la maison, hein, je dormais chez elle, j'étais pas là, enfin Ouais. donc il m'a toujours soutenue, enfin il y a eu jamais de critiques, jamais de donc c'est vraiment chou quoi, j'ai eu de la chance de l'avoir. C'est génial, c'est super. Par rapport du coup au terme proche aidant, du coup quand tu as découvert que le terme existait, que sur ces 10 années que tu as passées, il y avait un mot qui représentait du coup ce que vous avez été, donc les proches aidants. Est-ce que tu as eu envie du coup de te rapprocher un peu de cet asso? Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que l'association fait? Oui. Alors, je ne saurais plus te dire le nom exact. Il faudrait que je regarde. En fait, je crois qu'ils se rassemblent. Ouais. Et c'est surtout une écoute, en fait, pour les proches aidants. Ok. Donc, c'est vraiment des discussions. Et voilà, ils se rejoignent ensemble. Et c'est aussi un autre soutien. Ouais. C'est des personnes qui vivent ça ou qui ont vécu ça. Ah, ok. Donc moi je les ai pas encore appelés, je sais pas si je le ferai, mais j'ai vu qu'il y avait ça et j'ai trouvé ça hyper bien. Carrément. Et je me dis, les gens qui sont en train d'y vivre et qui y vont, en fait c'est génial. Peut-être qu'on aurait dû le faire aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait des soirs où on rentrait en pleurant chez nous, et heureusement on était toutes les trois, donc on en parlait beaucoup. Mais c'est vrai que aussi avoir des fois d'autres sons de cloche et où il n'y a pas l'affect de ma grand-mère à moi propre, je pense que ça peut être vraiment bien. Carrément, le regard extérieur de quelqu'un qui vit la même chose que toi, donc qui comprend, qui peut même partager ses retours d'expérience. C'est chouette que ça existe, cet asso. C'est vachement bien. Et puis je pense qu'il y a toujours pire, donc ça se trouve, si on était allé là-bas et qu'on avait entendu... Tu repars de là, tu te dis, bon, alors finalement, c'est terrible. Hein. Voilà, il y a toujours pire dans la vie. Il y a toujours pire dans la vie, ça te remet un petit coup de, bon allez, on souffle un bon coup. Putain. Et est-ce que tu trouves que y aurait un peu pas une défaillance dans le système, mais en tout cas qu'il y aurait peut-être besoin par rapport aux personnes âgées, est-ce que ça manque un peu, tu penses, d'accompagnement, d'aide? Je ne sais pas sous quelle forme, mais est-ce que tu penses qu'au niveau de la société, il y aurait quelque chose à faire un peu par rapport à ces situations? Peut-être, oui. Alors, pas du côté tout ce qui est aide-soignant, infirmier. Je pense que, enfin voilà, ils font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent et tout ça. Mais plus niveau une sensibilisation aux plus jeunes, peut-être valoriser des jobs d'été où on va aider les personnes âgées juste pour éventuellement leur amener des courses, faire un soutien avec eux, voilà, de la compagnie. Alors je sais que ça se fait un peu, mais je trouve qu'on n'en parle pas vraiment assez, quoi. Parce que nous, voilà, ma grand-mère, elle a eu de la chance, on était là. Mais moi, quand je parlais avec les aides-soignants qui venaient chez elle tous les jours, ils me disaient, mais on voit qu'elle est entourée, qu'elle a de la chance, qu'elle est aimée et qu'elle a de la présence, quoi. Et justement, d'ailleurs, ils voyaient très bien parce que à chaque fois qu'il manquait des gens, c'était la première à qui ils enlevaient, en fait, les personnes. Parce que comme ils savaient qu'on était là, voilà, ils privilégiaient les personnes plus âgées, plus isolées, qui étaient seules. Ils nous disaient souvent qu'ils allaient voir des personnes vraiment toutes seules, quoi. Qui n'avaient pas de compagnie et qui étaient tout seuls chez eux. Là, on a entendu un petit peu toute la période de canicule, parce que là, nous tournons plein mois de juillet. Nous avons traversé une grosse période de canicule et c'est vrai qu'il y avait un peu de sensibilisation. Je crois que c'est la ministre de la Santé à la télé qui a invité un peu les personnes à aller voir, ne serait-ce que les voisins, si on a des voisins âgés, seuls. Mais c'est vrai que tu as raison sur ce point. Au-delà de la canicule, il y a tout le reste de l'année et tous les temps de solitude. Ouais, c'est ça. Où ça mériterait effectivement un peu plus de sensibilisation. Est-ce que c'est un peu pour ça aussi, du coup, que tu as voulu participer au podcast ? Bah oui. Un peu de sensibilisation aussi sur le sujet. Mais c'est génial, moi j'ai trouvé que c'était un super sujet. Ouais, déjà j'adore ce que tu fais. Oh, c'est gentil ça. J'ai écouté tes autres podcasts. C'est cool. Je suis trop contente. Et ouais, je me suis dit, bon, allez, je vais aller en parler, ça change un peu. Et c'est vrai que c'est les personnes quand même jeunes comme nous, des fois, je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent, mais pas forcément dans leur quotidien comme ça. Donc je trouvais intéressant d'en parler et ça me fait un peu ma psychologie à moi. Comme je l'ai dit dans un autre podcast, je sais plus lequel, c'est moins cher qu'une séance chez le psy de venir me voir. C'est moins cher. Bon, j'ai pas les compétences, mais bon, au moins chacune vide son sac, c'est très bien.
Mais oui, et puis c'est aussi peut-être une manière de lui rendre un hommage, de parler d'elle, et ça c'est vraiment chouette. Et puis et je pense que à l'âge où on a aussi les grands-parents, pour ceux qui ont encore la chance d'en avoir, malgré tout, ben voilà, il y a quand même un déclin qui commence à se mettre en place, et sensibiliser un peu sur le sujet, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, exact. Je trouve, en tout cas. C'est top. Est-ce que tu aurais un message à adresser peut-être aux personnes qui, comme toi, ont été dans cette situation ou le sont encore? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais de tenir bon. Accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous. Non, mais voilà, je leur souhaite tout le courage du monde. Et puis, si on le fait, c'est vraiment une belle chose et on sait pour qui on le fait, pourquoi on le fait. Et vraiment, force à eux. Et ça reste quand même une belle aventure et on vit quand même des très chouettes moments avec les personnes qu'on aime. Et voilà, les proches aidants, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, et ça mérite d'être mis en lumière. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Julie. C'était vraiment avec plaisir. Ça m'a beaucoup touchée, et c'était un super témoignage. Merci encore. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux sujets et de nouveaux épisodes. Gros bisous, bye.